Bien, bonjour à toutes et à tous. Chère Marie-Caroline, merci à tout le monde d'être présent tout simplement. C'est un grand plaisir pour nous d'être à la fois accueillis ici, de vous voir nombreux à la fois en présentiel ce matin, mais aussi en ligne. Et j'en profite pour saluer ceux qui nous suivent en ligne. C'est une conférence que nous avons décidé d'organiser à deux, en partenariat entre France Terre d'Asile et l'Institut Convergence Migration. Je serai donc accompagnée dans cette introduction de Marie-Caroline Saglio-Yatsimirski, la directrice de l'Institut Convergence Migration. Et je m'exprime ce matin en qualité de présidente de France Terre d'Asile. D'abord, cette collaboration, je tiens à dire à quel point elle nous est précieuse parce que je pense qu'il faut, à chaque fois qu'on le peut, rendre complémentaire, c'est indispensable, l'activité, l'action sur le terrain, celle que nous menons, et le travail de recherche, le travail scientifique, qui est parfois un peu malmené dans le débat public, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est ce travail scientifique qui nous permet, nous aussi, d'éclairer ce que nous faisons et d'évaluer et d'être en mesure ensuite de faire des recommandations. Bref, recommandations donc, la santé et notamment la santé mentale dont il est question aujourd'hui. Je veux d'abord commencer par vous dire à quel point c'est l'une des toutes premières préoccupations, vraiment sans aucun doute possible, des travailleurs sociaux qui sont nos équipes sur le terrain aujourd'hui, que ce soit dans les CADA, dans les SPADA, dans les CRA. Elles sont, ces équipes, vraiment de plus en plus confrontées à une charge mentale du fait de recevoir des demandeurs d'asile qui sont dans un état de plus en plus détérioré sur un plan psychique, qu'on ne peut plus ignorer plus longtemps. La réalité, c'est qu'au-delà de France Terre d'Asile, cet enjeu de la santé mentale de nos publics, des demandeurs d'asile, est identifié, partagé par tous les acteurs spécialisés du domaine. Pourquoi ? Est-il vraiment besoin de décrire la situation ? Les personnes que nous accompagnons ont subi des traumatismes, évidemment, des violences dans leur pays d'origine, tout au long de leur parcours d'exil. Et malheureusement, souvent, ça continue, bien que différemment, y compris une fois arrivés ici. La souffrance psychique qui est liée à l'exil est fréquemment à l'origine de pathologies mentales avérées. Le psychotraumatisme en est la forme la plus courante, qui se manifeste entre autres par des comportements qu'on finit par bien connaître dans nos lieux d'accueil et d'accompagnement, des comportements amnésiques, des troubles de la concentration, des confusions temporelles, tous symptômes qui interfèrent évidemment cruellement pour les individus concernés dans des procédures de demande d'asile durant lesquelles on leur demande au contraire d'être parfaitement construits et cohérents dans ce qu'elles ont à nous dire. Procédure d'asile, de demande d'asile en question, elle-même et le débat public qui les accompagne, en rajoutant souvent aussi dans la souffrance psychique que nous sommes en train d'évoquer, et ça, on ne peut pas l'ignorer non plus. Donc cette question de la santé mentale des publics que nous accompagnons, elle nous occupe depuis de longues années en réalité chez France Terre d'Asile. Elle a été identifiée il y a pas mal de temps et c'est la raison pour laquelle nous avons développé des outils, des projets à la fois pour identifier, mais aussi pour prendre en charge cette dimension-là. Nous portons également un plaidoyer sur la question de la santé mentale de ces publics, dont nous considérons qu'elle reste malheureusement un angle mort des politiques publiques en la matière. Il y a 2 ans, par exemple, se tenaient les assises de la psychiatrie, et force est de constater que nos publics n'ont pas été mentionnés. Nous sommes conscients, évidemment, nous sommes très focalisés sur la question des demandeurs d'asile, mais nous regardons aussi notre pays et ce qui va ou ce qui ne va pas de façon plus générale comme citoyens. Et donc nous sommes conscients de la crise de la psychiatrie en France, plus généralement. Je veux croire que le gouvernement l'est tout autant. Nous sommes conscients que les réponses données aujourd'hui, malgré le grand dévouement et les compétences des intervenants en la matière, et je veux les saluer car ils sont nombreux aussi parmi nous aujourd'hui, malgré donc ce dévouement et ces compétences, les réponses sont défaillantes dans presque tous les domaines, avec des structures de soins et d'accompagnement qui sont saturées, sous-dimensionnées, en nombre insuffisant. C'est aujourd'hui l'ensemble du système de soins en psychiatrie qu'il faut repenser, qu'il faut refinancer pour le rendre à la fois plus accueillant, efficace pour les usagers
et plus attractif et vivable pour les professionnels. Un Conseil national de la refondation santé mentale a été annoncé. Nous espérons qu'il aura lieu, d'une part, et d'autre part qu'il n'oubliera pas les plus précaires et les plus vulnérables, qui sont ceux qui payent toujours le plus lourd tribut au dysfonctionnement. Les personnes exilées sont naturellement de ceux-là. Être reçu ce matin au ministère de la Santé pour mettre en lumière leur situation à ces personnes exilées qui souffrent de problèmes de santé mentale, pour nous, ça n'est pas anodin. C'est même franchement quelque chose qui nous réjouit et nous donne un peu d'espoir. Pardon. L'espoir que, enfin, les personnes dont nous vous parlons soient dans autre chose qu'un simple tête-à-tête avec le ministère de l'Intérieur. Bien sûr qu'on parle d'asile, de dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile et que tout ça relève du ministère de l'Intérieur. Mais le sujet que nous abordons ce matin est une illustration de ce que ces personnes sont elles-mêmes multidimensionnelles, qu'elles ne sont pas définies uniquement par leur statut de demandeur d'asile, qu'elles sont des enjeux, des problématiques qui peuvent concerner et qui concernent de fait, surtout quand on cherche leur intégration, d'autres ministères, et le ministère de la Santé en fait partie. Voilà pourquoi ce sujet requiert une très forte interministérialité et à nouveau, nous sommes vraiment heureux d'être là. Nous sommes heureux aussi de ce qui a produit l'étude qui est à l'origine du colloque et qui va vous être présentée dans un instant, donc venons-en à elle. Concrètement, il y a eu de premiers échanges il y a quelque temps avec la délégation ministérielle à la santé mentale et la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Et c'est grâce à ces échanges que nous avons pu réaliser cette étude sur ce sujet de la santé mentale avec le soutien financier du ministère de la Santé et des Solidarités que je remercie. Les résultats de cette étude vont vous être présentés tout à l'heure par deux chercheuses et praticiennes affiliées à l'ICM, mesdames Andrea Tortelli et Gesine Sturm, que je remercie à nouveau. Cette étude, elle confirmera ce que beaucoup savent ou observent de façon empirique au quotidien, mais elle a aussi soulevé un certain nombre de questions intéressantes autour de trois thématiques que nous allons aborder dans des tables rondes, à savoir comment identifier et prendre en charge ces publics spécifiques, enfants, femmes notamment, quelle formation pour les travailleurs et les travailleuses sociales, les sociaux, qui accompagnent les demandeurs d'asile. Et enfin, ce qui a été extrêmement précieux dans ce travail, c'est de mettre au centre la parole des demandeurs d'asile, des personnes concernées. Rien de plus précieux, évidemment, pour se donner les moyens d'entendre, de comprendre et d'agir. Alors voilà, les objectifs de cette journée, au-delà de la présentation de cette étude, c'est de réfléchir collectivement à la mise en œuvre de solutions de prévention, d'orientation, de prise en charge efficace. Puisse ce travail être utile, car la santé mentale n'est pas seulement un enjeu de santé publique, c'est déjà beaucoup. Permettez-moi de conclure en rappelant que c'est aussi une question éthique et politique. Le bien-être psychique de chacun est une des conditions essentielles de l'harmonie de notre existence collective. Je vous remercie infiniment pour votre présence et pour vos apports à venir et j'appelle Madame Marie-Caroline Saglio-Yadzimirski, donc directrice de l'Institut Convergence Migration, à venir. Merci beaucoup. Madame la Présidente, chère Najat, bonjour à tous. Je vous remercie vivement pour cette introduction qui montre l'importance de cette question de la santé mentale et des personnes en migration et qui nous réunit aujourd'hui. C'est en effet un lieu très important pour nous de pouvoir réfléchir avec vous. Je crois que nous avons une communauté d'intérêt aujourd'hui et ce sont des acteurs institutionnels, des acteurs étatiques, ce sont aussi des acteurs associatifs que je reconnais ici, ce sont des chercheurs qui se réunissent et bien sûr, je souhaiterais que nous nous adressions également directement aux intéressés, autrement dit aux personnes en exil pendant cette journée, et que nous nous adressions à une société accueillante qui existe aussi et qui se pose de nombreuses questions sur la manière dont nous accueillons les personnes en exil. Je suis donc très heureuse de revenir avec vous sur un sujet que je porte bien sûr comme directrice de l'Institut Convergence Migration, mais également en tant que psychologue clinicienne dans un hôpital, l'hôpital Avicenne de Bobigny,
qui travaille, qui a une consultation de psychotraumatisme avec des demandeurs d'asile et qui est directement sur le front avec ces questions, non seulement des questions médicales, des questions éventuellement psychiatriques, bien sûr, mais des questions également politiques et éthiques. Et il faut voir à quel point le politique déborde une consultation de psychotrauma. Autrement dit, nous faisons face à des difficultés qui sont celles d'un non-accueil, qui sont celles de difficultés dans la loi, qui sont celles de la difficulté d'accès aux droits et à la santé pour ces personnes et qui sont absolument essentielles aujourd'hui à réfléchir ensemble. La tenue de ce colloque, comme vous l'avez très bien dit, est une initiative, à vrai dire, de France Terre d'Asile, que je remercie extrêmement vivement et qui a été chercher finalement des interlocuteurs de la recherche pour faire cette étude, avec deux collègues, donc Gesine Sturm et Andrea Tortelli, qui vous proposeront leur étude juste après, et France Terre d'Asile, qui a ouvert ses centres, ses SPADA, ses CADA, à une recherche, ce qui n'est pas du tout anodin. Ce n'est pas, à mon avis, si facile pour une association d'ouvrir ainsi un regard qui va être un regard de chercheur, un regard également critique, très, très élaboré. Ces centres d'action, ce sont souvent, comme vous savez, des centres où on doit travailler dans l'urgence, une urgence sociale, une urgence vitale. Ce n'est pas du tout évident, finalement, d'y introduire la recherche. Et de ce point de vue, je souhaite vraiment remercier le FTDA et notamment sa directrice pour cette initiative. De l'autre côté, la recherche souhaite également travailler avec les acteurs associatifs, cherche à travailler avec ces acteurs de terrain qui sont en première ligne. Je parle ici des travailleurs sociaux, bien sûr, que vous avez mentionnés. Je parle de tous ceux qui accompagnent au jour le jour les exilés. Et c'est essentiel pour nous, la recherche, que nous travaillons directement avec ces acteurs. L'Institut Convergence Migration a aujourd'hui rassemblé 700 chercheurs qui sont les spécialistes des questions migratoires. Au niveau national, au niveau international, nous sommes un institut qui est porté par le CNRS. Nous rassemblons 8 grands instituts dans un consortium. Parmi ces acteurs, parmi ces fondateurs, nous avons bien sûr l'INSERM, l'INED, l'IRD, des instituts que vous connaissez sans doute, et nous restons un institut de recherche. Mais nous avons aussi un conseil des territoires et des associations, mais nous développons aussi de plus en plus une recherche directement avec le terrain, parce que c'est là que ça se joue. Et de ce point de vue-là, je redis à quel point il est important pour nous de travailler avec des associations comme France Terre d'Asile. Je pense que ce sont des travaux pionniers. Je pense qu'il faut pouvoir absolument les diffuser. Je pense qu'il faut que ce soit un point de départ pour la discussion et notamment pour l'action publique et politique. Donc je remercie encore très très vivement France Terre d'Asile. Je remercie également le ministère de la Santé. Vous l'avez très bien dit, pour nous, être ici aujourd'hui n'est pas du tout anodin. Nous cherchons absolument à avoir comme interlocuteurs les ministères et à vrai dire les bons ministères dans cette histoire. Les bons ministères, ce sont notamment le ministère de la Santé, ce sont les ministères qui s'intéressent aux questions de droits sociaux, de droits de la santé et pas seulement aux questions sécuritaires. Nous avons besoin absolument de travailler directement avec les bons interlocuteurs. Donc là aussi, je lance un appel pour que nous puissions poursuivre ce genre de discussion, ce genre de réflexion. Je pense qu'aujourd'hui est un premier jalon pour nous. Je pense qu'il est essentiel d'avoir cette longue discussion autour des thématiques que vous avez évoquées, qui vont directement poser la question de certains publics dans ces centres. Je pense aux femmes, je pense aux jeunes, et qui vont poser la question de ceux qui travaillent avec eux, les travailleurs sociaux, qui vont nous faire réfléchir sur les limites que rencontrent aujourd'hui ces personnes en exil dans l'accès aux soins et de santé mentale. Vous l'avez bien dit, ces sujets sont très souvent minorés, parfois même tabous. Donc c'est un jalon en plus, on n'en parle pas, on en parle peu. Comme on parle de blessures invisibles, elles sont encore plus faciles à oublier ou ne pas mentionner. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plusieurs dispositifs et plusieurs droits qui sont très menacés. Je pense à l'AME, je pense au droit au séjour pour soins des étrangers malades. Il faut absolument que nous puissions réfléchir ensemble à ces dispositifs, les maintenir dans une société qui
pour son vivre ensemble, pour son bien-être, pour son éthique, pour sa politique, doit absolument pouvoir prendre en compte ces éléments. Voilà, je vous remercie, je me réjouis de cette journée, je remercie à nouveau France Terre d'Asile, le ministère de la Santé, bien sûr, et je vous remercie tous d'être présents avec nous, mobilisés. J'espère que nous ne ferons pas que parler, j'espère que nous pourrons aussi agir. Et pour cette raison, je vous souhaite une très belle journée. C'est droite et gauche. Et ça change de place. C'est quoi? Voilà. Ouais, ça vous va? Ok. Et vous voyez aussi là. Si vous êtes assise. D'accord. Ça vous va? Bon, ouais. Du coup, je prends la parole. Ouais, bonjour à toutes et à tous. On va commencer par la présentation donc, de l'étude par Andrea et Gesine. Donc, Andrea, à toi. Et puis après, on aura un temps d'échange sur l'étude à partir de l'apport de 4 experts et expertes sur le sujet. Et après, un temps d'échange avec vous dans la salle. Merci. À toi, Andrea. Bon, merci à tous, merci France Terre d'Asile, merci ISM et ministère de la Santé de permettre qu'on puisse présenter cette étude qui nous est très chère et qui nous a beaucoup motivés parce que justement c'était auprès des usagers et il y a très très peu d'études en ce sens. Nous aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'on est là en tant que chercheur, c'est clair, mais aussi en tant qu'acteur de terrain, parce que moi-même, je suis psychiatre à CAPSIS, qui a une consultation pour des demandeurs d'asile du pôle psychiatrie préhatée du GHU, et Gesine, en tant que psychologue clinicienne de la consultation interculturelle au CMP à Toulouse, CMP Pédopsie à Toulouse. Donc c'est vrai que notre double casquette aussi, ça nous a aidé d'aller à l'encontre avec une certaine expérience, d'aller poser les questions et voir quels enjeux ici, quand on a formulé nos questions, quand on a essayé de regarder nos questions, quelles seraient les questions à poser et l'intérêt que ça pourrait pour les professionnels et les usagers. Donc, pour commencer, je ne sais pas comment changer ça. Je ne sais pas non plus. Ouais. Voilà, ça marche, regarde, c'est magique. Okay. L'étude. Bon, voilà. L'étude. Donc, on commence par la justification scientifique. Donc, on sait tous que les demandeurs d'asile ou les réfugiés, ils ont un risque plus accru de développer des troubles psychiatriques ou simplement une détresse par rapport à d'autres migrants non demandeurs d'asile et par rapport aux natifs. Donc, ça veut dire que parmi les migrants, c'est les demandeurs d'asile et les réfugiés qui ont le risque le plus accru.
Et qu'en même temps, on va avoir des barrières d'accès aux soins dans les pays d'accueil. Donc, c'est décrit un peu partout, c'est pas nouveau. C'est la question, la méconnaissance des droits et de l'offre de soins. Donc, les gens, déjà, peut-être qu'ils se reconnaissent même pas malades, ils savent même pas qu'ils sont malades, ça peut se traiter, ils savent pas où se traiter. La barrière de la langue, comment faire, et un manque d'adaptation, d'organisation du système de soins par rapport à cette population. Et enfin, ce qui est décrit aussi, une perception négative de la part des bénéficiaires, mais aussi de la part des professionnels. Et troisième justificatif, c'est qu'il n'y a pas d'études spécifiques en France, même s'il y a des études qui ont déjà décrit cette souffrance psychique chez les personnes migrantes et en situation irrégulière, comme l'étude Premier Pas ou l'étude en femmes qui travaille, qui a beaucoup travaillé avec des femmes en centre d'hébergement et que la plupart étaient d'anciens demandeurs d'asile exposés à des psychotraumatismes. Mais il n'y a pas d'études spécifiques en France. Donc, pour nous, c'était d'abord intéressant de commencer par une étude exploratoire et pour après continuer cette réflexion. Donc, les objectifs de l'étude. L'objectif principal, c'est identifier les facteurs psychosociaux associés à la détresse psychologique et à la résilience, parce qu'il faut aussi parler de résilience, des demandeurs d'asile, ainsi que les barrières et facilitateurs de leur accès aux soins de santé mentale. Et l'objectif secondaire, c'était à ce moment-là, comparer l'offre et les stratégies d'orientation vers ces soins-là entre une région urbaine et une région rurale en termes de disponibilité de ressources. Donc, la méthodologie, c'était vraiment une étude, bien sûr, qualitative, mais surtout collaborative. C'est-à-dire qu'avant qu'on commence notre projet, on a discuté avec nos collègues des France Terre d'Asile sur quels seraient bien les objectifs, qu'est-ce qui pourrait les intéresser, les centres à inclure et les profils des participants à chercher. Pour même, si c'est dans une étude qualitative, être au plus près d'une population représentative. Bon, il y en a bien sûr un avis favorable du comité d'éthique, mais c'est toujours important de le dire. Et la méthodologie, c'était des focus groups, c'est-à-dire, bon, je vais vous expliquer après, mais c'était des focus groups avec des demandeurs d'asile et séparément avec des professionnels en contact avec cette population. Donc, les centres participants en région Île-de-France, il y a eu le CADA de Paris, deux CADA de Hauts-de-Seine, Châtillon et Asnières. En région Aquitaine, le CADA de Bègles et Bordeaux, le SPADA de Bordeaux, et en région Occitane, le CADA d'Auch et Antenne d'Île-Jourdain. Donc, les focus groups, c'est des groupes où il y a 4 à 6 participants, donc à la fois professionnels ou à la fois demandeurs d'asile, et avec des entretiens semi-structurés où on va poser une question et on va développer et inciter l'échange entre les personnes avec des modérateurs, donc des binômes chercheurs ou un binôme interprète concerté dans une langue non française. Les thèmes abordés pour les professionnels, c'était le repérage de la détresse psychologique et les facilitateurs et barrières d'accès aux soins de santé mentale. Pour les demandeurs d'asile, on s'est intéressé déjà à ce que c'est la santé mentale, la définition de la santé mentale pour eux et de la détresse psychologique. Qu'est-ce que c'est d'être bien ou pas bien dans sa tête. L'identification des facteurs associés, les barrières et facilitateurs donc, du recours aux soins et aussi des stratégies de bien-être. C'est-à-dire, ça aussi, comme on va voir plus tard, c'est autant d'impact qu'un facteur négatif. C'est quelles sont les stratégies pour compenser ces facteurs négatifs. Donc, les analyses, c'est des groupes, la science, elle est enregistrée, la transcription, elle est anonymisée dans la langue des participants et une analyse thématique avec le logiciel NVivo 12
Pour faciliter la lecture, on a traduit, donc du rapport, on a traduit quand même les passages réalisés dans une autre langue. Et pour protéger l'anonymat des participants, nous n'avons pas documenté les origines de participants. Donc, on a eu 53 participants au total, 23 en Île-de-France et 30 en Aquitaine, Occitanie, 11 demandeurs d'asile, 12 professionnels, à peu près la même chose aussi de l'autre côté. Donc, comme vous voyez, il y a des focus group en CADA, en SPADA, et des hommes, des femmes et des langues différentes. Les résultats, je passe à ma collègue Ezine qui va le trouver. Comment je fais? Non, je suis dans la mauvaise direction. Il est à l'envers. Il est à l'envers, c'est ça. Alors, bon, on a, par rapport au groupe avec les professionnels, alors on a vu vraiment, on avait un SPADA qui était dans les centres et on a vu une situation particulière dans le SPADA où il y a des conditions particulièrement inadaptées, on peut vraiment dire, au repérage des problèmes de santé mentale, ce qui est un peu compliqué parce que c'est première ligne. Alors, très souvent, c'est un seul entretien et qui est très marqué par plein de contenus. Il y a plein de choses à faire en même temps pendant cet entretien. Et c'était au point qu'il y avait des gens qui ont dit, bon, on a 10 à 15 minutes, on peut répondre si les gens eux-mêmes font une demande. Alors, on peut bien s'imaginer qu'il y a beaucoup de gens qui sont en très, très grande difficulté, qui ne vont pas formuler cette demande. Alors, cette situation, elle est particulièrement inquiétante pour ceux qui ne vont pas arriver au CADA où il y aura des entretiens dans des conditions meilleures qui peuvent se passer, parce qu'une partie des gens vont être logés soit dans des chambres, ou soit ils ne sont pas logés du tout, et c'est les populations les plus vulnérables. Alors, ce que font les professionnels au CADA, si je trouve le... Alors là, n'importe quoi. C'est pas le bon truc là. Je suis pas très bien là avec cette... Hop, non. J'essaie. Identification des... C'est toujours... Excusez-moi. Bon, je parle en même temps parce que je le sais par cœur un peu. Alors, ce qu'ils font, une des stratégies, c'est s'ils repèrent, malgré les conditions difficiles de cet entretien, une souffrance majeure, ils vont passer le message à l'OFI qu'il s'agit de personnes vulnérables, dans l'espoir qu'il y aura un hébergement qui permet des meilleures conditions de suivi après. Alors, j'appuie où, s'il te plaît, Nico? Je pense là, je pense. Ouais, très bien. Alors, dans les CADA, on peut dire l'identification des besoins. On voit bien que les personnes, alors, ils ont des formations, ce qui leur donne des critères à France Terre d'Asile, ce qui n'est pas le cas partout, mais ce qui donne des critères pour identifier des besoins. Or, ce qui se passe en partie dans les temps de rencontres formelles, faire les entretiens, etc., mais aussi dans les temps un peu dans les couloirs d'observation, les moments un peu non formels, ce qui est particulièrement important pour les enfants, parce que les enfants, on va plutôt les voir par le comportement s'ils sont en souffrance, et on a vu que tout dépend un peu de la présence de ces moments de rencontre. Est-ce qu'ils ont, si les professionnels ont les conditions pour repérer les souffrances des enfants? Alors, on voit aussi les professionnels sont bien expérimentés et formés. Ils savent très bien qu'on doit s'attendre à des variations dans l'état de la santé mentale qui vont avec la demande d'asile, où il y a des moments de crise qui peuvent arriver en raison de l'évolution de la demande d'asile. Alors, on voit, voilà, certains avaient dit, je ne suis pas bon avec ce truc. Ah, super. Alors, dans ce qui aide à l'identification des besoins, on a vraiment vu, les acteurs le disent eux-mêmes, que les formations sont précieuses. Je regarde, Radek, c'est vraiment un facteur clé qu'on voit à la fois dans ce qu'ils disent et aussi nous en tant que spécialistes dans la santé mentale, on repère aussi dans ce qu'ils disent, ils repèrent aussi les signes un peu atypiques qui peuvent être évocateurs d'une souffrance post-traumatique, ce qui ne remplace pas un diagnostic, bien évidemment, mais ce qui permet de mieux guider une première adresse justement aux professionnels des soins.
Alors, la présence, ce qu'on a vu, vraiment ce qui est presté, il faut du temps pour observer, parce que ce n'est pas qu'en demandant des symptômes, ça c'est la première chose. Et comme je disais tout à l'heure pour les enfants, ceux qui sont, surtout s'il y a des suivis délocalisés, c'est-à-dire s'il n'y a pas un lieu où on se croise dans les couloirs, c'est plus compliqué. Et on a vu aussi, s'il y avait une présence des psychologues ou des thérapeutes dans les équipes, où on a une coopération très étroite avec les équipes, par exemple, certains avaient une permanence dans le lieu, que c'était vraiment facilitateur, aussi dans le sens d'échanger un peu des expertises dans le couloir. On peut se dire, on peut parler d'une situation, c'est quelque chose de stabilisant qui aide aux gens qui ont une formation, mais qui ne sont pas des professionnels de la santé, de mieux faire ces identifications. Et bien évidemment, l'interprétariat, une place clé pour identifier les besoins. Alors, il faut la présence des interprètes et cette coopération. Oui, c'est foutu pour moi. Ce n'est pas ce matin que je vais apprendre comment faire ce bouton. Voilà, pour l'orientation, on a vu vraiment, je crois que, alors il y a eu un message principal qu'on a à faire passer, c'est qu'on est fortement, vous l'avez dit, impacté par la précarité de l'offre de soins générale. Et on l'a vu le plus dans les régions rurales, où parfois il y a vraiment un désert médical. C'était le plus frappant, mais pas uniquement pour la pédopsie, c'était vraiment un degré assez inquiétant, qu'il y a le système public a peu de ressources, et alors du coup les choses se reposent sur des bricolages qui parfois marchent bien avec des associations, mais qui rendent les acteurs très dépendants d'une offre par les associations qui ne sont pas présents partout. On a vu à Auch et l'île de Jourdain, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il y a moins ces acteurs et parfois aussi beaucoup d'acteurs différents, ce qui fait une gestion très différente. Peut-être dans la discussion on pourra en revenir. Voilà. Et oui, et les urgences, c'était aussi quelque chose où on a repéré ici, il n'y a pas de protocole spécifique. Ça donne lieu à des situations très alertantes. On avait une situation rapportée où il fallait une intervention de la police pour que les urgences acceptent une situation de décompensation. Alors on voit que ça va quand même dans une situation très très compliquée qui est un peu liée finalement à cette précarité de l'offre de soins où les gens sont débordés et des situations complexes et compliquées qui peuvent être ces situations-là, du coup parfois amènent les gens à faire des réponses pas adaptées. Ouais, voilà. Pour les demandeurs d'asile, première chose à dire, ils sont très très conscients de l'importance de la santé mentale. Ils savent que c'est un point clé duquel dépendent aussi la suite de est-ce qu'ils peuvent s'exprimer pour leur demande d'asile, pour être présents pour ceux qui sont les parents, pour leurs enfants. Ils savent que c'est un point clé, ils le disent. J'avais mis une citation, on n'a pas le temps de mettre beaucoup, mais dans leurs expressions, on le voit. Ils savent très bien que c'est important. Et que ça impacte, il y a la question de la gestion de la vie quotidienne qui peut être affectée très fortement par les troubles de mémoire, etc. L'interaction avec les proches peut être impactée, ce qui peut faire aussi des conflits, des situations conflictuelles parfois dans les centres d'hébergement. Le corps est affecté avec les difficultés de sommeil, la fatigue, manque d'appétit. Il parle de ça, des émotions négatives, et il parle aussi, on avait vu que les représentations de la folie peuvent être parfois très très inquiétantes. Ça, on connaît du trauma, c'est un état qui est vécu comme très étrange, c'est une expérience où c'est difficile, c'est inhérent au trauma, que c'est difficile de faire les liens avec d'autres expériences de la vie. Et alors si on est dans un contexte qui est étrange, peu accueillant, on peut avoir des représentations très angoissantes. Alors il faut aussi faire, il faut un travail pour ça. Le travail d'amener vers les soins est tellement important parce qu'il peut y avoir ces barrières de se dire, si je vois un psy, est-ce que je suis fou? La peur d'être stigmatisé. Voilà. Alors, on a pour ce qui impacte la santé mentale, alors il y a bien sûr les facteurs qui sont liés à l'individu, à son parcours, les situations traumatiques, sa situation, les liens dont il dépose,
mais il y a énormément les facteurs contextuels. Je crois que là, on a un public qui est conscient de cet effet, qu'il y a la situation sociale, administrative et les préoccupations sur l'avenir sont centrales et directement liées à la santé mentale. Alors, le principe de soins, on a vu une fois la barrière, c'est ceux avec qui on a parlé, c'était des gens qui étaient aussi d'accord à parler avec nous, c'était plutôt des gens qui avaient fait des très bonnes expériences et qui parlaient, qui quelque part, certains, ils prêchaient un peu dans le Okada. Aux autres, c'est utile d'utiliser les soins, c'est très, très bien accepté. Alors, il y a pour l'accès, bien sûr, il faut être rassuré par rapport à la confidentialité. La présence d'interprètes est très importante. Et on a vu aussi une chose, là on ne l'a pas mis, mais je trouve qu'elle était importante. Là où il y avait des consultations dans les CADA, on a vu un peu, ils ont parlé un peu, puisque ils ont exprimé comme ça. Ben moi, j'ai vu les autres, ils vont chez le psychologue, je vois qu'il sort avec les yeux rouges, on n'en parle pas, mais on voit que ça lui fait du bien. Alors moi, j'y pense aussi d'y aller. Il y a quelque chose un peu qui va comme ça, où la confiance se fait aussi un peu dans le lien avec l'autre par les observations. Les stratégies de bien-être, alors on voit vraiment, et ça je crois que c'est très très important, la résilience, elle ne remplace pas le besoin des soins. C'est-à-dire, si on parle des facteurs de résilience ou des stratégies de résilience, ils sont très importants, mais même les demandeurs d'asile le disent très clairement. On a des stratégies, on va faire des choses, par exemple le sport chez les hommes, ou écouter la musique, ou certains liens sociaux. Il y a des stratégies, et les activités proposées pour les CADA sont extrêmement importantes. Le yoga, la sortie cinéma, etc. Mais c'est très très important, mais ça ne remplace pas les soins. Nous on le sait et les demandeurs d'asile sont très conscients de ça. Sauf, on voit là on tombait sur le désert médical, que parfois s'ils ne sont pas informés ou il n'y a pas suffisamment présence de la possibilité de voir un psy, du coup ça apparaît peu dans les entretiens parce qu'il manque l'accès, la possibilité. Mais là où il y a cet accès qui est garanti, on a vu qu'ils l'utilisent et en complémentarité avec ces activités. Voilà. Et je crois que... On revient à moi. Donc, pour la discussion, il y a quelques points. Donc, on va faire un peu de discussion et après les préconisations, comme on dit, plutôt des suggestions. Mais déjà, pour commencer, on revient le fait que ce soit une première étude, une étude qualitative. Donc, on ne peut pas généraliser. Il faut des études plus larges et avec des données quantitatives. Donc, j'ai fait la publicité de Samantha 2024, la nouvelle version, qui est une étude sur la santé mentale des personnes sans abri et qui possède cette version. Donc, il y a une première version en 2009 qui a démontré quand même une prévalence très très importante de troubles psychiatriques chez les personnes sans abri. Et cette nouvelle version en 2024, on va inclure, la population a complètement changé en 20 ans, et on va inclure des allophones, ce qui n'était pas dans le premier cas. On va les doser dans les UDA, dans les CADA, et je pense que cette étude elle sera très très complémentaire avec ces premières observations. Ceci étant dit, quand même, on n'a pas trouvé des choses extraordinaires, et ce qui est aussi confortant, c'est-à-dire que c'est déjà décrit partout. Voilà la question des facteurs du trauma, du psychotrauma dans les pays d'accueil. Maintenant, avec cette nouvelle vague, la trajectoire très très importante, nous on va en consultation, parfois les cauchemars, c'est pas la torture dans le pays d'accueil, c'est la traversée de la Méditerranée, et aussi on va pas parler de trauma, mais on va parler de stress psychosociaux, mais qui impactent énormément l'autonomie, la capacité quotidienne de chacun. Et parfois, chez nous, notre consultation, par exemple, c'est la première plainte. C'est les gens, ils viennent parce qu'ils n'arrivent pas à penser, ils n'arrivent pas à dormir et qui pensent toujours à quand est-ce que je vais avoir des papiers, etc. Parce que l'attente, elle est très, très importante et on n'a pas de droit au travail. Et donc, on est enfermé en centre d'hébergement quand on a
en hébergement, parce qu'il y a une bonne partie qui n'a pas d'hébergement non plus. Et voilà, finalement, ça devient la première source de stress de ces personnes. Donc, du coup, on revient quand même à conforter ce modèle étiologique de développement des troubles psychiatriques, c'est-à-dire c'est une interaction entre, bien sûr, des gènes et l'environnement, et c'est-à-dire que, voilà, tout ça avec une prédisposition génétique, on va manifester ou pas un trouble psychiatrique en fonction des facteurs de risque subis et aussi des facteurs de résilience aussi acquis. Donc voilà, c'est-à-dire c'est très intéressant parce que ce modèle-là aussi, et on va en parler après, mais bon, on ne peut pas changer les gènes, mais on peut aussi agir sur les facteurs de risque et sur les facteurs de résilience. Voilà, donc le repérage, donc on revient, c'était une question dès le départ à la question d'impact de facteurs culturels. Et ça, je trouve que c'était une observation intéressante et du coup un peu originale, c'est-à-dire que finalement, les signes donc observés par les professionnels et les symptômes décrits par les demandeurs d'asile, finalement, en ce qui concerne la santé mentale et le manque de santé mentale, ils se rejoignent. Voilà, on est vraiment dans la question de la vie quotidienne, voilà, j'arrive pas à dormir, c'est des symptômes physiques, c'est j'arrive pas à m'intéresser, je suis stressée, et qui finalement, culturellement, on retrouve pas des différences culturelles dans le repérage et l'expression de ce malaise. En revanche, ce qu'elle a bien souligné Gesine, c'est la question de est-ce que c'est une maladie, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est Dieu qui a voulu, donc de toute façon voilà, ou est-ce que je suis fou, et aussi la représentation, ce que c'est la psychiatrie parfois dans les pays d'origine, voilà, être enfermé, la politique, etc. Donc voilà, ça a été vraiment, on a observé tout le temps. Et ce qui était intéressant aussi, ce que tu as dit, c'est que, voilà, on était dans un groupe, et du coup, c'est ce qui est intéressant avec le focus group, c'est que les gens, ils échangent entre eux. Donc, par exemple, là, quand tu as posé cette question-là, il y en a un, non, mais moi, je veux voir le psychologue, et l'autre dit, toi, je devais y aller aussi, parce que là, tu dis que tu ne vas pas bien. Donc, c'était pas mal. Principe, oui. L'offre de soins, voilà, c'est ça. Donc, on arrive à l'offre de soins et on revient à cette question de l'accès inégal à l'offre de soins. Donc, bien sûr, beaucoup d'offres de soins à Paris, beaucoup moins en région rurale, et aussi une disparité de type d'offres de soins. Et là, je reviens sur une question qui est très franco-française, qui est la question des modèles explicatifs des problèmes de la détresse psychologique et des problèmes psychiatriques en population migrante. Donc, avec la théorie, l'ethnopsychiatrie d'abord, après la théorie, les psychotraumas, mais plutôt du côté psychanalytique, qui finalement, quand on a un modèle explicatif, on a un modèle de soins. Et donc finalement, on passe ce message d'un savoir spécifique et que du coup, le système public, il s'est pas engagé parce qu'on ne peut pas former tous les systèmes publics en ethnopsychiatrie, on ne peut pas former tous les systèmes publics en psychanalyse. Et du coup, ce sont les associations qui ont été en avance et pris en charge cette population, mais aussi avec d'autres difficultés qui est à travailler, travailler avec le système public parce que c'est très très compliqué, et aussi une deuxième conséquence, c'est qu'il y a une égalité d'accès aux différentes propositions thérapeutiques, notamment pharmacologiques, et ce qui est dommage parce que les médicaments marchent aussi très très bien pour ces troubles-là. D'accord. Donc on passe aux recommandations.
Je reviens à la question enjeu de santé publique. On est vraiment, on est dans ce jeu-là, surtout ces derniers temps. Et donc, il faut trouver des stratégies accessibles, efficaces, de prévention et de soins de cette population. Et qu'on sait qu'en cas de non-intervention, il y a un risque élevé d'avoir un impact négatif sur la santé mentale de cette population à moyen et long terme. Donc, toutes les études montrent que plus, c'est ce qu'on avait dit, plus on a des facteurs négatifs, des interactions négatives avec l'environnement, plus il y a des risques qu'on va développer des pathologies plus graves et chroniques. Donc, du coup, envisager la prévention, c'est envisager une action globale. Identifier et coordonner avec la personne les actions qui sont pertinentes de l'améliorer sa vie quotidienne. Donc, on sort de la psychiatrie, il faut qu'on aille dans le social, il faut qu'on aille dans le bien-être aussi. C'est une action, c'est une prise en charge intégrative. Organiser l'offre de soins la plus efficace, on va en revenir, mais en fonction de la clinique, des souhaits, des conditions de vie de l'individu. Ce qu'on a vu dans l'étude, c'était très, très marquant, c'est-à-dire que les gens, ce que disait Gesine, l'offre, elle est tellement variable et parfois inexistante, c'est qu'on va à celles qui existent, mais parfois, ce n'est pas les plus adaptées. Les CMP ne répondent pas toujours, alors qu'il y a des CMP partout. Normalement, ils peuvent s'en occuper. On vient de dire que ce n'est pas très compliqué, qu'il n'y a pas besoin d'un savoir spécifique, mais c'est très variable aussi. Et donc, du coup, il y a beaucoup, les gens disaient, bon, moi, j'envoie là-bas parce que la liste d'attente elle est moins importante, j'envoie là-bas parce qu'il y a des interprètes, j'envoie là-bas. Et donc, du coup, on ne pense jamais à l'état clinique. Est-ce que c'est urgent, pas urgent? Est-ce qu'il faut un traitement? Est-ce qu'il faut une hospitalisation? Donc, l'état clinique, il passe moins que l'offre disponible. Et donc, enfin, en effet, déconstruire cette idée de ce savoir spécifique concernant la prise en charge de cette population. Donc, on revient donc, à des suggestions d'offres de soins. Donc, en général, voilà, on revient à cette question de mieux organiser l'offre de soins en fonction des rapports coûts-bénéfices et traitements thérapeutiques et qui soient mieux adaptés à chaque population. Donc, le rêve, c'est ça. J'ai quelqu'un devant moi, je vais orienter à la meilleure offre, pas à la seule offre de soins qui existe. Repenser, donc, du coup, il faut vraiment repenser l'interprétariat comme vraiment central. On est face à une population, pour la plupart, allophone. En psychiatrie, en psychologie, notre outil de travail, c'est la parole et de soins, c'est la parole. Il faut des interprètes formés. Il ne faut pas qu'on aille voir l'infirmier qui parle à l'arabe, etc., pour faire l'interprétariat. C'est ça. Non, il faut une continuité de soins. Il faut des formations. Il faut la fonction de médiation, c'est-à-dire pas seulement pendant l'entretien, mais aussi pour faire la médiation avec les partenaires, l'administratif, les somatiques, etc. Et donc, voilà, toujours à la question, est-ce qu'on essaye d'aller vers un service public d'interprétariat ou pas? Et enfin, ce que je disais, la place des médecins généralistes, on oublie les médecins généralistes. On parlait beaucoup de réticence par rapport à aller voir les psychiatres, les psychologues, etc. Les médecins généralistes, les gens, ils vont voir les médecins généralistes. Ils vont pour leurs enfants, ils vont pour eux-mêmes, d'autant plus qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des choses difficiles et qui ont le corps abîmé. Ils vont facilement voir le médecin généraliste. Et en même temps, le médecin généraliste, il est tout à fait capable et compétent d'initier un traitement pour dormir. Le rêve, la personne qui ne dort pas depuis 3 mois, depuis 6 mois, il sort avec un traitement pour dormir, il dort le jour même. Nous, on va en consultation, une semaine après, ils vont beaucoup mieux, seulement le fait qu'ils dorment. Donc, le médecin généraliste, il peut être là pour initier un traitement pour dormir, un traitement antidépresseur, en attendant une évaluation un suivi plus spécifique, et en même temps aussi, pour reprendre aussi la consultation, après un avis, il peut aussi continuer la prescription, etc. Encore 2 minutes, max. OK. Alors, pour les secteurs psychiatriques, donc,
je ne sais pas si c'est possible, mais c'est vrai que le premier frein, c'est l'assouplissement des règles de sectorisation. On est avec une population qui, soit au départ, n'a pas d'hébergement, ou même s'ils ont un hébergement, après, quand ils ont des papiers, ils vont changer d'hébergement, après, ils vont aller, quand ils ont les CPH, après, ils vont avoir un logement social. C'est des personnes qui vont tourner partout. Il y en a qui ont un hébergement à 100 km, ils reviennent, ils sont à la rue parce qu'ils préfèrent être à la rue à Paris qu'à 100 km isolés. Et donc, si on ne suit pas, si on ne permet pas à ces personnes d'avoir le même repère, le même contact avec la même équipe, il n'y a pas d'adhésion aux soins. Il n'y a pas d'adhésion aux soins. Donc ça, c'est central pour la prise en charge, si on veut bien prendre en charge les personnes sur le système public. Ensuite, clarifier la question, les missions du CMP et de MPP. Qui va dans les centres? Donc, il y a toujours ce truc-là, on ne sait pas qui va. C'est parfois, non, on va avec le CMP, va avec le MPP. Donc, ça, c'est très compliqué. On sait que de plus en plus, les MPP sont en première ligne avec ces populations, soit dans les centres d'accueil, soit dans les centres d'hébergement, mais ils n'ont pas les mêmes moyens que les CMP. Les MPP, c'est évaluation, orientation. Ils n'ont pas vocation à suivre, à prescrire, à donner un traitement. Voilà, ça doit se faire au CMP. Donc, j'ai déjà parlé de l'interprétariat et ce qui a été évoqué par Gesine, et il y en a des expériences déjà. Par exemple, dans notre pôle, on a des psychologues maintenant qui ont été financés pour aller dans les centres d'hébergement et rattachés au pôle. C'est-à-dire que cette présence dans les centres, elle change, elle peut tout changer pour les personnes qui parfois sont réticentes et qui parfois, et même pour les travailleurs sociaux qui n'ont pas le temps de voir, évaluer tout le monde, mais le fait qu'il y ait une psychologue, je sais, et que mais c'est important. Et que voilà, c'est vraiment, c'est une piste vraiment à développer. 2 diapos. Et donc les équipes sociales, donc on a bien signalé cette question de formation. Cette formation qui est importante, non seulement on demande à personne d'être expert PTSD, etc., mais cette formation des signes de détresse psychologique. On est vraiment dans les signes de détresse psychologique, pas plus compliqué que ça. Mais aussi formation. Comment on oriente les gens? À qui on oriente? Donc, mais pour savoir qui on oriente, il faut que nous, on puisse s'organiser pour faire des préconisations d'orientation. Et donc là, je parle de premier secours en santé mentale, mais il y a d'autres formations. Je pense que ça va être présenté par OSPER, voilà le travail qui est fait avec les travailleurs sociaux. La question des espaces d'interaction entre professionnels, essentielle aussi, c'est ce qui nous rapporte les collègues travailleurs sociaux, voilà, les temps d'échange d'une situation, parce qu'on ne voit pas, en fonction de la fonction des missions des travailleurs sociaux, on ne voit pas les mêmes choses, on n'est pas dans les mêmes temps. Ce qu'on raconte au jury, ce n'est pas la même chose qu'on raconte à travailleur social. Donc, c'est important, ces temps d'échange, pour dire, ah bon, non, cette personne ne va pas bien, faites attention, etc. On reste vigilant. Et du côté des personnes, des usagers, des demandeurs d'asile, il leur faut mettre à disposition. Il faut qu'ils sachent qu'en France, il y a des soins de santé mentale. Il faut qu'ils sachent ce qu'ils ressentent, ça peut être traité. Ils peuvent avoir une aide pour ça. Donc, il y a des guides santé mentale. J'ai fait la propagande, la publicité de OSPER. Mais il y a des choses à faire. Il faut aussi que cette population soit consciente de qu'ils peuvent demander de l'aide par rapport à ce qu'ils sont en train de ressentir. Et enfin, très, très intéressant, et on voit que ça marche bien, c'est-à-dire de la part des travailleurs sociaux, une proposition systématique. C'est-à-dire, de la première consultation, on dit, ça existe, si vous voulez, vous venez me voir, si vous ressentez les besoins. Parce que du coup, si on va voir la personne quand elle va mal, il faut que vous allez voir un psychiatre, c'est beaucoup moins bien reçu. Mais si dès le départ, bien ou mal, la personne, voilà, ça existe. Voilà. Et après, si la personne va mal, vous vous souvenez, je vous en ai parlé, etc. Donc, aussi, c'est une façon qu'on a trouvé intéressante de faire. Les enfants, je ne peux pas laisser les enfants. Parce que...
Voilà, on aurait dû commencer par ça. On est vraiment, voilà, nous on arrive des gens arrivent, nous c'est les constations adultes, les familles arrivent avec les enfants, les parents, les deux sont déprimés, traumatisés, ils ont besoin, ils sont les enfants là, je ne sais pas quoi faire avec. Est-ce que les enfants vont bien? Ils disent vont bien, mais bon, ils n'ont pas contact avec l'école, on n'a pas contact avec l'école. Voilà, je ne sais pas où adresser les enfants, je ne sais pas par qui je peux évaluer les enfants. Mais il ne faut pas oublier que la dimension, dans cette population, une dimension familiale, la détresse. Ils ont probablement vécu les mêmes psychotraumas, les mêmes conditions de vie, le même parcours. Donc, c'est un grand, grand gap dans cette histoire-là. Donc, comment on peut faciliter cette évaluation? Déjà, faciliter l'évaluation. On ne peut pas mettre des pédopsies partout, on sait dans quel état est la pédopsychiatrie, mais on peut essayer de mettre aussi des valences pédopsychiatriques, donc des personnes qui sont quand même formées à repérer ces signes, des difficultés, parce que c'est des signes différents, donc il faut quand même former. Donc, par exemple, des équipes, des MPP mobiles mixtes avec des valences pédopsychiatrie. Mais cette valence pédopsychiatrie aussi, il faut être où les enfants sont. Voilà. À l'école, au centre de loisirs. Voilà, donc voilà, je rêve, j'idéalise, mais voilà, ça serait l'idéal. Et enfin, vraiment faciliter l'interaction avec les acteurs. On est avec des parents qui ne parlent pas la langue. Donc, parfois, l'école n'est pas au courant des situations. N'est pas, voilà. Et même si quand l'école est au courant des situations, ils passent le message, mais les parents ne comprennent pas. Donc voilà, il faut vraiment que les acteurs associés, ils puissent être, cette interaction, elle puisse être facilitée avec l'école. Et enfin, faciliter l'accès aux centres de loisirs et crèches aussi. Donc ça, on va dire que ça protège des parents qui sont déprimés, malades et qui, en plus, il faut qu'ils s'occupent des enfants, ils n'ont pas la tête. Il faut quand même protéger les enfants de cette souffrance des personnes. Et pour finir, favoriser la résilience et le rétablissement. Donc on revient avec ça. Et ce que nous disaient, par exemple, les gens, c'est que quand il y a des centres de loisirs, voilà, c'est construit comme ça, c'est fait comme ça. Mais il y a très peu d'espace commun. Donc, les gens, finalement, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de salle commune, on ne peut pas faire des activités. Et les gens restent toute la journée dans leur chambre. Donc, ça, et même des familles restent la journée dans leur chambre. Donc, les enfants, ils sont en train, combien de fois je suis allée, ils sont à 10 heures du soir, ils sont en train de courir dans le couloir parce qu'ils n'ont rien fait de la journée, ils ne se sont pas dépensés. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose, une suggestion importante. Et en même temps, renforcer le travail de réseau pour adresser les personnes dans la cité, le sport, les loisirs, etc. Donc, qu'ils sortent aussi du centre, même avec ceux qui sont à la rue. Et enfin, la promouvoir la participation des pairs. Parce que, voilà, il y a des gens qui ont envie d'aider, qui ont l'expérience et qui, finalement, peuvent aussi être participants dans cette prise en charge. Super. Merci beaucoup, Andrea Guésine. Je peux t'inviter à te mettre ici à côté? Merci beaucoup. J'invite Franck Bellivier, Clémence Olsina, Frédéric Roy et Caroline Isambert à venir sur l'estrade. Voilà, merci. Donc, l'idée maintenant, c'est de discuter le rapport. Donc, les organisatrices et organisateurs nous ont concocté une table ronde de grande qualité. Marie-Caroline, en introduction, évoquait le fait qu'il y avait la recherche, mais c'était aussi important l'action. Et voilà, on a en tout et pour tout 55 minutes ici et avec vous pour discuter les propositions qui ont été faites par Guésine et Andrea. Et donc, voilà, à partir de la place de chacun et de chacune, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on partage déjà ces constats? Et ensuite, comment chacun et chacune d'entre nous peut agir à son niveau? Et là, on a une table ronde qui agrège, entre guillemets, des personnes qui ont différentes fonctions. Et voilà. Donc, je vous propose de commencer par une question un peu générale de présentez-vous, qui vous êtes, ce que vous faites, et est-ce que vous partagez les constats qui ont été faits par Andrea et Guésine. Donc, on commence par vous, Franck Bellivier. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Les résultats de cette étude, qui est une étude méthodologiquement sérieuse, et dont les résultats qui viennent de vous être présentés
là aussi, l'exploitation des résultats a été extrêmement rigoureux et je voudrais saluer la qualité de ce travail. Donc, souscrire aux résultats, en fait, les résultats sont là. Donc, je pense qu'on peut effectivement, enfin, en tout cas, c'est une étude très importante parce qu'on dispose de peu de données et que ce soit sur le point de vue des professionnels ou sur le point de vue des utilisateurs du système, je trouve que c'est une étude qui est extrêmement informative. Merci. Clémence. Bonjour à tous, donc je suis Clémence Olsina, la directrice de l'asile du ministère de l'Intérieur. Je suis très heureuse d'être présente ce matin. Je remercie beaucoup France Terre d'Asile et bien sûr Convergence Migration pour la qualité de cette étude. C'est important d'être là, d'abord pour peut-être décloisonner un peu les perceptions de l'action de chacun. Le ministère de l'Intérieur à la charge de la politique migratoire, de la politique de l'asile, et il la porte dans toute sa complexité, et y compris dans ses dimensions sanitaires, sociales, avec les partenaires qui sont compétents dans ce domaine. C'est important aussi parce que c'est un enjeu majeur, un enjeu d'abord d'accès à la procédure d'asile, parce que pour pouvoir participer, formuler son récit, qui est le cœur du sujet de la procédure et de l'accès à l'asile, il faut être en état psychique de le faire. C'est un sujet aussi d'intégration, bien sûr, la capacité ensuite à vivre ensemble, à s'intégrer, à prendre part à l'action et à l'activité sociale dans le monde du travail aussi. Et puis c'est très important parce que c'est un enjeu aussi, je dirais, quotidien pour les travailleurs sociaux, bien sûr les demandeurs d'asile au premier chef concernés. On se déplace beaucoup à la direction de l'asile, à la rencontre des acteurs du système d'accueil. Et il n'y a pas une fois où on se déplace auprès de ces acteurs sans que ce sujet de santé mentale n'affleure. Et il affleure souvent très rapidement dans le discours, à la fois des demandeurs d'asile, mais aussi beaucoup des travailleurs sociaux. Donc on est parfaitement conscient du fait que c'est un sujet sur lequel il reste beaucoup de travail à faire, mais aussi un enjeu urgent pour tous ceux qui sont auprès de ce public. Alors comment on traite ce sujet? C'était aussi votre question de la chaise où l'on est. Peut-être y revenir après, si ça ne vous dérange pas. On y reviendra après. Okay. Caroline, peut-être, je te laisse te présenter. Et puis, ouais. Bonjour, je m'appelle Caroline Isambert, je travaille aujourd'hui pour la direction de la santé publique de la ville de Paris sur les questions de promotion de la santé et de réduction des risques, et j'ai également fait des travaux de recherche sur les questions d'accès aux droits des personnes étrangères vivant en France, et merci beaucoup pour cette invitation et pour la présentation de l'étude. Et je crois, Marie-Caroline l'a dit en introduction, et c'est tout à fait patent dans les résultats de l'étude, peut-être la spécificité de cette clinique des demandeurs d'asile, c'est le fait que ça ne peut pas être disjoint des aspects administratifs, du lieu d'hébergement et pour ma part, de la question de l'accès aux droits. Et que ça veut dire que quand on pense, par exemple, j'ai un exemple que vous aurez aussi en tête, une réforme de l'accès aux droits et à l'accès à la santé des personnes étrangères vivant en France, on a un impact sur leur santé mentale, et on le voit dans l'ensemble des études, dans cette étude et de ce que nous raconte aussi la littérature internationale sur le fait que ces démarches administratives qui sont à la fois l'accompagnement vers le droit, mais sont aussi extrêmement lourdes dans le quotidien des demandeurs d'asile et des professionnels qui les accompagnent. L'exemple de ces entretiens où en fait ces questions administratives entame le temps qui pourrait être consacré à la détection des questions de santé mentale et à l'orientation vers le bon lieu de prise en charge ou la bonne forme de prise en charge, c'est un thème central. La deuxième question, et je m'arrêterai là, on reviendra dessus tout à l'heure, c'est la question du parcours. Ça a été dit aussi, hein, la demande d'asile, c'est un moment dans un parcours migratoire, et la santé mentale, elle a commencé
commencé avant et elle continuera après. Et il est important que nos dispositifs de prise en charge de la santé mentale des demandeurs d'asile, eux, ne répondent pas uniquement à ces canons de on est dans le pipe, on sort du pipe, et assurent cette continuité. Et l'un des aspects, c'est la continuité des droits, parce qu'on sait qu'en France, il n'y a pas d'accès aux soins de santé mentale s'il n'y a pas une couverture maladie, et elle est absolument indispensable. Merci. Merci. Frédéric Croix. Et alors, je m'appelle Frédéric Croix, bonjour à tous et à toutes. Je suis le directeur du CADA France Terre d'Asile de Bègles, un des CADA dans lesquels a été réalisée l'enquête. Et si je partage les constats de l'enquête, bien sûr, je partage les constats qui ont précédé l'enquête déjà. Les demandeurs d'asile qu'on accompagne sont des gens qui ont exprimé un jour un besoin de protection. Ça passe par l'envoi à l'OFPRA d'une demande de protection internationale, d'une demande de statut de réfugié, mais le besoin de protection, il peut aussi être étendu à un peu plus largement. C'est un besoin de protection sociale aussi, et je partage ce que vous dites. Là, en CADA, c'est notre travail, c'est de faire en sorte que les gens accèdent aux droits. Et puis, c'est aussi parfois un besoin exprimé en termes de santé mentale. Et là, notre travail, c'est d'accompagner les personnes vers les professionnels de santé. On sait effectivement les conditions qui ont poussé à l'exil, on sait le voyage, c'est ce qui était exprimé tout à l'heure, et on sait aussi l'avant-CADA. Et l'avant-CADA, c'est souvent 1 mois, 2 mois, 3 mois, sans hébergement, à la rue, et c'est des conditions extrêmement précaires qui aussi ont des impacts en termes de santé mentale. Et puis moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que je travaille dans un CADA, qu'on a quelques moyens pour travailler, qu'on peut accompagner, faire un accompagnement personnalisé, et que tous les demandeurs d'asile ne sont pas accompagnés en CADA, et qu'il y a encore beaucoup de personnes qui vivent dans des conditions très compliquées et qui ne sont pas accompagnées dans le social, ou peu, et pas orientées vers les systèmes de soins. Merci. Question à Monsieur Bellivier, donc délégué ministériel à la psychiatrie et à la santé mentale, ou plutôt à la santé mentale et à la psychiatrie, pardon. On a évoqué des limites dans l'accès aux soins, une disparité aussi dans l'offre de soins, donc j'imagine que c'est général et que là ça pose question pour les personnes demandeuses d'asile. Donc voilà, aujourd'hui je pense que c'est un constat partagé par toutes et tous, mais quels sont les leviers d'action pour vous à votre niveau, enfin voilà, comment vous percevez les évolutions à ce niveau-là? Donc effectivement, on est dans un contexte général d'inadéquation entre les besoins de la population générale, des populations cliniques et de l'offre. Donc il y a une tension importante. Cette inadéquation et cette tension, elle est d'ailleurs assez hétérogène en différents points du territoire. Et quand on est à la fabrique des politiques publiques dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie, donc il y a ce premier élément de contexte qui est très important, mais on est finalement tiraillé entre deux principes. Le premier, c'est la préoccupation que l'on a de veiller à ce qu'une politique publique atteigne les publics les plus difficiles à atteindre. Donc c'est évidemment et c'est le cas évidemment des publics migrants qui sont pour certains aspects de leurs besoins des publics difficiles à atteindre. Ça a été bien illustré par l'étude. Donc tirailler entre ce principe-là et l'impossibilité de mettre au point des politiques publiques spécifiques de chaque sous-public. On rajoute à ça que les besoins pour ces publics migrants est là où encore très hétérogène dans les différents points du territoire. Et donc on n'a pas de modèle général. On n'a pas de modèle général pour répondre à ces besoins, et ça a été mentionné dans la présentation des études. On bricole un peu. En tout cas, il faut faire du sur-mesure. On ne peut pas faire du prêt-à-porter. Et d'ailleurs, c'est ce que nous efforçons de faire. Il faut, dans les points du territoire où cela est nécessaire, puisqu'il y a des besoins à couvrir, essayer de faire évoluer, d'utiliser le droit commun pour l'adapter aux besoins spécifiques d'un territoire. Et je pense que le lieu
pour mettre au point cette meilleure adéquation entre les besoins et l'offre, aujourd'hui dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie, c'est d'inviter les acteurs qui sont impliqués auprès de ces publics à s'impliquer dans les projets territoriaux de santé mentale. C'est vraiment là qu'on va pouvoir faire cette mise au point, je dirais, au cas par cas, territoire par territoire, pour mettre au point des projets qui vont permettre de répondre aux besoins spécifiques d'un territoire. Donc ça, c'est la première approche. Ensuite, il y a la possibilité et ça a d'ailleurs été évoqué par exemple lors du dernier COPIL, le comité de pilotage de la stratégie multimodale de prévention du suicide, c'est l'adaptation des dispositifs à ces publics-là. Et peut-être qu'un jour, même si aujourd'hui c'est très difficile de rendre accessible aux populations allophones le 3114, on peut très bien imaginer des expérimentations qui rendraient ces dispositifs de droit commun accessibles au public allophone. Puis enfin, il y a des mesures spécifiques qui ont été portées, par exemple, dans le cadre du Ségur, avec un renforcement des EMPP. Puis ensuite, au moment des assises, où il y a des lignes budgétaires importantes qui ont été arbitrées pour renforcer justement les équipes en professionnels formés, et principalement des psychologues, dans les centres d'hébergement et dans les lieux d'accueil. Et cette dynamique de renforcement, là on est sur des mesures spécifiques, eh bien, a vocation à continuer à se déployer dans les années qui viennent. Enfin, il y a quand je parlais d'adapter le droit commun aux spécificités des publics migrants, on voit des évolutions. On est dans une phase, depuis quelques années, de déploiement des centres régionaux de psychotrauma. Donc les centres régionaux ont été installés, ils doivent mailler le territoire avec des consultations avancées, et on voit que dans les évolutions de l'offre, certains d'entre eux se sont saisis de l'enjeu des mineurs et se sont saisis de l'enjeu spécifique des migrants. Donc ça, je dirais, c'est une marche en avant avec, là encore, des évolutions dans l'avenir qui devraient confirmer une meilleure couverture des besoins des publics migrants. Voilà pour ne pas être trop long, ce que je peux dire en termes de réponse, en termes d'offres. Merci beaucoup. Question pour Clémence Olsina maintenant, mais ça rejoint ce que vous avez commencé à présenter tout à l'heure. C'était à votre niveau, pareillement, quel niveau d'action, sachant que là, aujourd'hui, on a des procédures quelque peu iatrogènes, voilà, il y a l'enjeu autour du récit, du coup, voilà, des problématiques de santé mentale qui émergent à ce moment-là. On a parfois aussi des conditions d'accueil, d'hébergement qui peuvent être en partie traumatogènes. Donc voilà, comment vous réfléchissez à votre niveau pour limiter les impacts iatrogènes de ces procédures et comment favoriser finalement une meilleure prise en compte de la santé mentale des personnes requérantes? Merci. Alors, on agit à plusieurs niveaux. D'abord, alors c'est moins structuré que cette étude qui est de nature scientifique, mais le ministère de l'Intérieur, la direction de l'asile, a d'abord contribué, je crois, à mettre en lumière ce sujet. En 2021, c'est ce ministère qui a porté un plan sur la prise en charge des vulnérabilités des demandeurs d'asile et du public réfugié. Et dans le cadre de ce plan, le sujet de la santé, et en particulier de la santé mentale, a été identifié comme tout à fait central et prioritaire. Et ça nous a permis de mettre en lumière ce sujet, de mobiliser aussi les acteurs, parce que le ministère de l'Intérieur, il a besoin aussi des acteurs du système de soins pour porter ce sujet. Dans le cadre de ce plan, un certain nombre de mesures ont été déployées pour prendre en charge ce sujet spécifique de l'enjeu de l'accès aux soins de santé mentale. D'abord, le sujet de la détection, ça a été dit dans cette étude, le repérage de la vulnérabilité de santé mentale, il doit pouvoir être fait, et il doit être fait le plus tôt possible lors de l'arrivée sur le territoire. Donc à ce titre, l'ensemble des acteurs administratifs impliqués dans le parcours ont été sensibilisés, formés à ces enjeux. On a des référents vulnérabilité
à l'OFPRA, parce que c'est très important pour les agents, les officiers de protection qui vont entendre ces demandeurs d'être formés à ces enjeux, à la barrière que la pathologie de santé mentale peut constituer pour le récit. L'OFI, qui a la charge d'orienter les personnes vers le système d'accueil. Et donc avec le HCR, on a développé aussi cet enjeu de structurer un réseau de référents formés et chargés de diffuser, je dirais, cet enjeu au sein de tout le système d'accueil. La formation, c'est aussi un enjeu central. La direction de l'asile, alors avec les moyens qui sont les siens bien sûr, mais a mis en place un programme de formation qui a permis à ce jour de former 600 travailleurs sociaux sur l'ensemble du territoire aux enjeux au sens large de détection des vulnérabilités. Alors c'est plus large que le sujet de la santé mentale, ça peut englober les vulnérabilités qui sont liées parfois à des personnes qui sont passées par exemple par des réseaux de traite, etc. Mais tout ça se traduit souvent aussi par du psychotrauma et des problématiques de santé mentale. Et des moyens, c'est important. Alors on voudrait toujours en avoir plus, des moyens, mais le ministère déploie des moyens, les moyens européens d'abord. On a 3,5 millions d'euros au titre du FAMI, du Fonds européen, qui est destiné notamment aux enjeux d'asile qui sont orientés sur les enjeux de santé mentale. En fin d'année dernière, le ministère de l'Intérieur a aussi diffusé un appel à manifestation d'intérêt pour déployer 2,5 millions d'euros justement pour financer des permanences de soins dans les centres d'accueil des demandeurs d'asile, structurer des initiatives qui viennent ensuite du terrain. Hein. Nous, on lance un appel à projet et les associations nous font part de ces initiatives, mais c'était l'idée en tout cas de ce projet. J'ai oublié de mentionner aussi une action importante de ce plan, qui est le rendez-vous santé. Qui est encore expérimental, mais qui a permis tout de même à 10 000 personnes d'avoir accès dès le début de leur parcours d'asile à une visite médicale qui doit détecter tout type de pathologie, faire de la prévention, faire de la vaccination, mais qui permet aussi, dès le début du parcours, d'identifier les facteurs de fragilité. Bon, et puis après, ça pourrait nous mener très loin, mais tout l'enjeu de la politique d'asile, c'est aussi de renforcer notre système d'accueil, parce que pour qu'une personne puisse justement faire face et soigner les traumas qu'elle a pu connaître sur son parcours qui sont parfois très lourds, il faut évidemment qu'elle ait accès, et c'est la première des conditions, à un accompagnement et à un toit. C'est la base, je dirais. Ça, c'est le cœur de notre action. Je veux vraiment insister là-dessus. On a créé 40 000 places d'accueil depuis 2017. On plaide tous les ans pour ouvrir des places. C'est très dur. C'est dur aussi parce que ça nécessite une action sur le terrain qui se tend, on le sait. Mais c'est aussi les mesures que continue de porter ce ministère, parce que la base, c'est ça. C'est la capacité d'être accompagné et d'avoir un toit sur sa tête. Voilà. Merci. Du coup, en mode terrain, je pose la question à Frédéric et on reviendra vers toi, Caroline, ensuite. Voilà, vous êtes directeur de CADA. Clément Solsina a présenté les enjeux autour de la détection. Voilà, donc, de manière pratique, quelle est la réalité de terrain? Qu'est-ce que vous constatez du côté des personnes qui sont hébergées aujourd'hui dans votre CADA, dans les CADA en France? Et puis, quels sont les enjeux autour de l'évaluation, de la détection et potentiellement de l'orientation vers des systèmes de soins? On accueille au CADA de Bègles 180 personnes. C'est presque 180 situations différentes, parce qu'on a la possibilité d'envisager un accompagnement personnalisé, c'est important. On est des centres d'accueil, donc on essaye de mettre le paquet sur l'accueil et d'être dès l'accueil le plus bienveillant, le plus à l'écoute des personnes qu'on accueille. On est aussi des centres d'hébergement, on héberge les personnes qui nous sont orientées, et puis des centres dans lesquels on accompagne dans une démarche globale et personnalisée les personnes qu'on héberge. Notre travail, c'est d'essayer
de mesurer des vulnérabilités. C'est sans doute ça en premier lieu. Donc les travailleurs sociaux, les travailleuses sociales essayent de mesurer les vulnérabilités. On n'est pas des professionnels de santé, on ne le sera pas, on n'a pas envie de le devenir. On n'a pas de professionnels de santé ou vraiment à la marge dans nos structures. Nous, on est des professionnels du social et on est responsables là-dessus et ça nous intéresse. Donc mesurer des vulnérabilités, c'est déjà permettre l'expression explicite d'un besoin en santé mentale. Et effectivement, on le propose à toutes les personnes qu'on accueille, on dit que ça existe et que c'est possible et qu'on peut être orienté vers un professionnel de santé. Et certaines personnes, de manière très explicite, nous sollicitent dès ce moment-là et c'est mis en place et on oriente. Parfois, effectivement, la demande est moins explicite. C'est effectivement des gens qui expriment des troubles du sommeil, de l'appétit, mais c'est aussi des comportements ou des personnes qui manifestent des troubles de l'humeur. C'est aussi parfois des gens qui ne se lavent plus, ne se soignent plus, ne se mettent plus en valeur quand elles viennent nous voir et on voit une dépréciation de l'image. C'est aussi des problèmes de cohabitation parfois parce que les personnes isolées qu'on accueille, on les fait cohabiter et que donc parfois on est alerté par ça. Et puis aussi certaines fois des situations où l'entretien des parties réservées uniquement aux personnes qu'on accompagne est très dégradé. On va dans les chambres parfois et on se rend compte qu'il se passe quelque chose. Donc une fois qu'on a mesuré une vulnérabilité, on essaye d'en reparler avec la personne et d'orienter. Concrètement, au CADA de Bègles, on oriente vers le MPP et on obtient des réponses assez rapides. On travaille bien avec le MPP et ça, c'est super. Le MPP vient animer tous les 2 mois une réunion chez nous, une réunion clinique où on peut aborder les situations des personnes qu'on accompagne. Et puis quand on oriente vers eux, ils les reçoivent en 1 mois et demi, 2 mois. Si on essaye de mettre le paquet parce qu'on voit quelque chose d'assez singulier, ça peut être réduit. On a aussi, il y a peu, labellisé 7 places pour un public LGBT+. Et dans le cadre de cette labellisation, on a obtenu un financement annuel qui a été reconduit pour un accompagnement dédié, spécifique. Et donc on a une psychologue qui intervient en CADA 1 fois par semaine et qui peut recevoir pour 4 consultations. Alors elle est dédiée aux personnes occupant les places labellisées. On a 7 places, on a plus de personnes qui sont orientées pour ces questions-là, parce qu'on est identifié comme en mesure de les accompagner. Et puis si on avait une urgence, on pourrait aussi la solliciter parce qu'on travaille avec elle aujourd'hui. Ça fait maintenant 2 ans qu'elle travaille avec nous. Il y a aussi à Bordeaux une consultation transculturelle qui est portée par le docteur Mestre, qui est anthropologue et psychiatre, et qui nous permet aussi de trouver des solutions. Et puis il y a les urgences. Les urgences psy, à Bordeaux, c'est le CECOP. Il nous arrive assez régulièrement d'accompagner des personnes vers les urgences psy. Et là, c'est compliqué, parce qu'une fois qu'il y a une prise en charge, quand la pathologie requiert une prise en charge lourde, nous, on est un peu démunis. Parce que faire décohabiter des personnes isolées, c'est très compliqué. On n'a pas les moyens. Je ne peux pas faire sortir une personne de son logement en cohabitation parce que je n'ai pas de logement. Mais je ne peux pas m'assurer qu'un traitement soit pris. Donc ça repose aussi sur la relation de confiance qu'on a réussi à créer avec le résident et faire en sorte qu'il adhère aux soins. Là, on est un peu plus démunis et quand les gens sont en demande d'asile, on a du mal à les orienter vers d'autres secteurs. Ça, c'est un peu compliqué. Et puis, je rejoins pour ne pas finir sur les enfants. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Il y a une table ronde qui est dédiée cet après-midi. Mais la prise en charge des enfants, elle est compliquée aussi. Parce qu'on les voit moins, parce qu'ils vont à l'école, parce qu'on travaille pendant ces horaires-là et que, du coup, ça passe aussi par les commentaires qu'en font leurs parents. Et c'est comme ça qu'on essaie de les accompagner. Merci beaucoup. Caroline, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, cette question du droit, de l'accès au droit, notamment en santé. Donc comment, sur les parcours, ça peut interagir? La première chose, je pense qu'on a un enjeu très fort de connaissance. Je vais faire un peu la vieille de la vieille. Il y a eu quand même une explosion
c'est positif, hein, de notre connaissance des parcours des exilés. Il y a 15 ans, à peu près, dans ces salles-là, quand il y avait des événements santé des étrangers, déjà, ils étaient beaucoup moins spécialisés. Ils étaient, je ne sais pas si on était moins nombreux, mais on se connaissait vraiment tous. Et on avait un savoir scientifique à notre disposition et pour orienter les politiques publiques qui était largement plus faible. Là, on a vraiment de nouvelles choses et cette étude le montre bien et une pierre à l'édifice. Je pense, il me semble, qu'on peut aller plus loin dans le domaine du VIH que je connais bien. On a eu une étude qui a été vraiment un tournant, c'est l'étude Parcours que vous connaissez certainement, qui a été menée par Annabelle Degré-Duloup et qui a complètement changé notre façon de concevoir l'accompagnement, notamment des femmes primo-arrivantes sur le territoire, où pendant très longtemps, y compris du côté associatif, on s'était laissé un peu embarquer dans cette idée que les femmes venant de pays à forte prévalence du VIH arrivaient en ignorant leur statut sérologique, mais en étant porteuses du VIH. Et grâce à l'enquête Parcours, avec une méthodologie extrêmement inventive et extrêmement rigoureuse, mêlant à la fois des données biologiques et une grille biographique d'enquête qui permet vraiment d'aller dans l'intimité des personnes et des événements marquants de leur vie, on s'est rendu compte qu'on avait entre 30 et 50% de ces personnes qui se sont contaminées sur le territoire français et qu'on avait une corrélation extrêmement forte entre la précarité, les conditions de vie et l'exposition au VIH. Et que dans notre mallette habituelle d'acteurs de la lutte contre le VIH, on avait le préservatif, la PrEP, tout ce que vous voulez, mais que pour une femme migrante, le logement, c'était certainement le meilleur moyen de se protéger du VIH. Si on ramène à la question de la santé mentale, on peut s'imaginer, enfin on peut l'appeler de nos voeux, et je sais que l'ICM Migration est un endroit très très dynamique dans la recherche, à ce qu'on puisse imaginer quelque chose, et l'enquête Samantha 2024 va contribuer à ça, d'essayer de savoir en santé mentale quelle est la part de nos dispositifs et finalement quelle est la part de notre pays dans la santé mentale des exilés. Qu'est-ce qui, dans la vie, et notamment dans la vie à la rue, et je pense que c'est important en travaillant pour la collectivité parisienne où on est confronté à cette question quotidiennement, qu'est-ce qui fait que des gens qui sont, là, toutes les études le montrent, il y a des spécificités aux demandeurs d'asile, mais il reste que la migration est un phénomène extrêmement sélectif, qu'il l'est de plus en plus dans cette période de répression des mouvements de population. Il y a une forme de sélection très forte qui font que ce sont des gens avec énormément de capitaux de toutes sortes et des choses très enracinées en santé mentale qui nous amènent aussi à repenser une vision parfois un petit peu misérabiliste. Qu'est-ce qui fait que ces gens qu'on pourrait qualifier familièrement de très solides, on a tous ces phénomènes que vous décrivez. Donc il y a vraiment là encore un step de connaissance, je pense qu'on peut avoir et qui pourrait permettre de nourrir les politiques publiques. Et puis de l'autre côté, on a aussi étendu nos connaissances sur l'accès aux droits. Là, je pense à l'étude Premier Pas sur l'aide médicale d'État. Et on sait qu'aujourd'hui, on a dans les cartons un projet assez inquiétant de faire passer les demandeurs d'asile à l'aide médicale d'État. Ça a été porté dans le rapport de M. Evin et M. Stefanini qui a été remis au ministère en décembre, avec un argument qui peut laisser songeur, c'est de dire mettons les demandeurs d'asile à l'aide médicale d'État parce que comme ça, on assurera la continuité des parcours. Je pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui qu'améliorer la continuité des parcours en droit, c'est améliorer l'accès aux soins, c'est améliorer l'accès à la prise en charge et la santé des personnes. Le faire par le chemin du moins-disant, c'est-à-dire les sortir de l'assurance maladie, les sortir de, et vous le savez, la carte vitale, la télétransmission qui est
pour tous les soins, qu'ils soient de santé mentale ou qui soit somatique, essentiel et qui permet d'éviter un certain nombre de refus de soins dont on sait qu'ils sont doublés pour les personnes à l'aide médicale d'État par rapport à ceux de la CMUC qui sont déjà plus enclins au refus de soins que le reste de la population. Il y a quelque chose qui interroge et il faut qu'on réussisse aussi à essayer de rajouter cette troisième dimension, la maladie, la vie en France et comment le parcours des droits vient. Et puis peut-être la dernière question que je voudrais évoquer, ça a été dit depuis ce matin, c'est la question de l'interprétariat et tout simplement alors de toutes ces difficultés, de son financement, de ses ressources, et puis assez, peut-être de façon un petit peu plus simple, la question de la traduction. Là aussi, travaillant dans une collectivité, on est dans on se surveille nous-mêmes sur le fait que le français facile à lire, à comprendre, c'est pas encore un réflexe tout le temps quand on crée un outil à destination des usagers, y compris dans une ville aussi cosmopolite que Paris. Et on est tout le temps en train de se dire « Ah mais oui, quand on crée cet outil-là, il faut qu'on pense à sa déclinaison en telle et telle langue. Et ça aussi, alors ça ne va pas soigner les gens immédiatement, mais c'est un facteur très grand. Le dernier point, si j'ai une seconde, à la ville, on a fait avec la même méthode, mais de façon beaucoup moins ambitieuse et contrôlée que l'étude qui a été présentée. On a fait des focus group auprès des auditeurs immigrés qui sont en FLE, c'est les cours pour adultes de la ville de Paris, où on apprend le français. Parmi eux, il y a une forte proportion de gens qui sont dans des parcours d'asile, mais pas seulement. C'était les formateurs qui nous ont dit on trouve que les gens vont pas bien. L'accroche, elle était vraiment santé mentale. On trouve que nos auditeurs, au fil des années, ils vont de moins en moins bien et on a l'impression qu'ils n'arrivent pas à s'orienter dans le système de santé. On a fait des focus group. Là où on a été fascinés, c'est que les gens sont d'extrêmement bons connaisseurs des dispositifs qui existent, de l'aide médicale d'État, de la C2S, des papiers qu'il faut à cet endroit-là. Donc là aussi, nos représentations du demandeur d'asile complètement démuni, perdu dans le maquis administratif, en fait, on a passé notre temps à prendre des notes parce qu'on s'est dit que c'était très utile pour mettre dans les brochures qu'on fait. En revanche, ce qu'il nous disait, c'est « j'ai été mal accueilli ». Je me suis sentie discriminée. J'y suis allée, ce n'étaient pas les horaires qui étaient indiqués sur le site et j'ai des déplacements contraints. Ce n'étaient pas des gens qui disent c'est « je suis perdu ». C'est je me sens pas tout à fait chez moi dans ces lieux. Alors évidemment, vous représentez des lieux extrêmement spécialisés et qui savent faire, mais il y a aussi tout un travail dans ce qu'est le droit commun de la santé mentale et de la santé tout court à se rendre accueillant et ouvert à ces populations migrantes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Caroline. Tu as parlé d'explosion positive de la connaissance. Et je vois une autre explosion positive, c'est celle de la santé mentale. Je pense que sur ces 15 dernières années, et peut-être encore plus suite à la crise sanitaire, une des dernières crises sanitaires, voilà, on voit comment notre exigence en termes de santé mentale est peut-être montée d'un cran. Et ça peut aussi expliquer en partie l'inadéquation entre l'offre et la demande. Et je trouve intéressant aussi dans le rapport que quand on enquête les personnes, ce qui a amené, c'est la dimension de ce qui fait du bien. Vous avez évoqué la spiritualité, le sport, les sorties culturelles. Voilà. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui apparaît très important quand on enquête auprès des personnes. Et la question que j'ai envie de poser à Franck Olivier, c'est par rapport au périmètre voilà, de votre ministère, quand on est délégué autour de la psychiatrie de la santé mentale, voilà, jusqu'où peut aller aujourd'hui la psychiatrie publique. On voit aussi comment aujourd'hui il y a des moyens qui vont être mis vers la réhabilitation psychosociale, voilà, vers des dispositifs qui vont venir renforcer, on va dire, la santé mentale positive.
Et on voit des publics précarisés, notamment migrants, voilà, demandeurs d'asile, qui ont peut-être en partie moins accès à certains dispositifs. Et je pense que c'est aussi un enjeu de santé publique aujourd'hui. Voilà, donc, comment penser aujourd'hui cette proposition de venir favoriser cette entre guillemets santé mentale positive, et qu'est-ce qu'on peut faire à votre niveau? Alors un des grands principes qui gouverne cette feuille de route santé mentale et psychiatrie en général, c'est effectivement la priorité donnée aux dispositifs orientés rétablissement. Le rétablissement est possible. Je souscris beaucoup à tout ce qui a été dit sur vraiment les deux facettes du parcours de migration, l'exposition à des vulnérabilités, à des facteurs de révélation d'une fragilité, mais l'autre facette, c'est aussi finalement des publics qui ont été sélectionnés pour des dimensions de résilience sur lesquelles on peut s'appuyer au moment où ils manifestent des difficultés. Alors il y a l'approche symptomatique qui est très importante, puisque pour certains d'entre eux en tout cas, ils sont aux prises avec des symptômes qui diminuent beaucoup leur pouvoir d'agir. Et finalement, les approches symptomatiques peuvent déjà être une première étape dans la restauration de ce pouvoir d'agir. Et l'expérience que l'on a du suivi d'un certain nombre de personnes qui étaient totalement paralysées par cette vulnérabilité révélée, eh bien, on voit qu'il y a un potentiel de rétablissement, en particulier chez les personnes qui ont subi des traumatismes, qui est tout à fait convaincant et qui encourage à investir au maximum ces aspects de repérage, ces aspects de prise en charge. En tout cas, mettre en avant ce potentiel de rétablissement, c'est aussi s'éloigner de cette vision que l'on a, que ça va être un fardeau individuel, sociétal, alors qu'il y a un potentiel de rétablissement qui est particulièrement important chez ces personnes-là, alors même que certains d'entre eux présentent un tableau très, très impressionnant au départ. Donc, promouvoir un changement de représentation sur ces publics et promouvoir leur potentiel de récupération de leur pouvoir d'agir et organiser leur prise en charge avec ces grands principes, je pense que c'est aussi contribuer à restaurer chez eux de la confiance en soi, cette confiance en soi est un élément déterminant pour ce processus de rétablissement. Donc ça, c'est un principe général qui guide les réformes que nous portons, et c'est particulièrement indiqué à l'œuvre dans les dispositifs qu'on doit mettre au point pour les publics migrants. Je ne vais pas revenir sur l'adaptation de l'offre. Je reconnais, au travers de ce que vous avez dit sur la qualité de l'accueil, et je pense que la formation des professionnels qui sont amenés je parle des dispositifs de psychiatrie, à prendre en charge ces publics-là dans des zones où finalement il y a une demande importante. Donc l'enjeu de la formation est effectivement important, puisque c'est une clientèle, entre guillemets, dont ils n'ont pas forcément l'habitude. Et là encore, les interactions entre les dispositifs de droit commun, CMP, hôpital psychiatrique, etc., et les acteurs dédiés au public migrant est un enjeu important de partage d'expériences, de formation croisée. En tout cas, j'ai la notion de quelques expériences tout à fait réussies dans ce domaine-là pour acculturer le dispositif psychiatrique aux spécificités de ces publics. Mais encore une fois, ça sera du sur-mesure, région par région, en fonction des collectifs réunis dans la mise au point des projets territoriaux de santé mentale, que les besoins spécifiques de ces publics-là, comme d'autres d'ailleurs, vont pouvoir se concrétiser. Merci beaucoup. Et je crois que vous êtes obligé de partir. Je suis désolé, je vais encore rester quelques minutes, mais je ne pourrai probablement pas participer à la séance de questions. Je suis désolé. Okay. Je vous propose qu'on se laisse encore 5 minutes en tout pour interagir avec la salle et prendre la pause café qui sera bienvenue. Peut-être, si vous souhaitez réagir dans la prolongation de ce qui a été présenté par Franck Bellivier à votre niveau, et ce n'est pas du tout obligatoire, mais voilà, est-ce que cette notion
de pratiques orientées rétablissement, que chacun et chacune puisse être acteur et actrice de la santé mentale. Est-ce que c'est quelque chose qui a imprégné, on va dire, le ministère de l'Intérieur? Est-ce qu'à votre niveau, vous souhaitez aussi agir pour que finalement la santé mentale des personnes qui soient hébergées ou pas malheureusement dans le dispositif national d'accueil soit quelque chose aujourd'hui de central? Oui, alors je crois que j'ai fait mention d'un certain nombre de mesures qui, j'espère, montrent qu'en tout cas le sujet il est bien sur la table. Il y a énormément de choses à faire, encore une fois, on en est parfaitement conscient. Moi je vois deux choses. On a beaucoup travaillé, vous le savez, pour faire en sorte que, et là aussi il y a du travail à faire, mais de rééquilibrer sur le territoire nos capacités d'accueil. Il y a encore 2 ans et demi, plus de 50% des demandeurs d'asile s'enregistraient en Île-de-France, qui est une région qui concentre aussi toutes les difficultés d'accès ensuite à l'hébergement, demain au logement, à l'intégration. Ce sujet, on a essayé de commencer en tout cas à le traiter en donnant accès depuis Paris, concrètement, à des hébergements partout sur le territoire, et on a essayé de rééquilibrer l'offre d'accueil sur le territoire. Et en 3 ans, ce sont 55 000 demandeurs d'asile, c'est pas anodin, qui ont été orientés dans ce cadre-là systématiquement vers un hébergement, je tiens à le dire. Et c'est intéressant parce que quand on fait du suivi de cohorte, on voit que ces personnes s'ancrent dans ces territoires en termes de parcours ensuite. Ce qu'il nous faut faire, c'est transformer l'essai et bâtir ensuite le parcours d'accueil autour de cette politique de rééquilibrage. Et ça a été dit plusieurs fois dans le cadre de cette étude. On n'a pas les mêmes accès à Paris, à Bègles ou à Auch au système de soins et en particulier au système de santé mentale. Alors il y a 2 choses qu'on peut faire. Nous, on a déjà essayé de structurer, de diffuser le savoir et la connaissance, parfois la très grande expertise en santé mentale et en enjeux de santé mentale liés au parcours migratoire. Je pense par exemple à des acteurs comme Parcours d'Exil, Primo Levi, qui ont développé des centres de ressources dont on essaie en fait d'étendre cette expertise pour qu'elle devienne accessible ailleurs. Mais après, le ministère de l'Intérieur a ses limites, évidemment, en termes de capacité d'action, et je pense qu'on a vraiment besoin de bâtir des partenariats beaucoup plus solides au niveau local avec les ARS pour penser justement cette égalité d'accès le plus possible à ces capacités de soins. Merci. Encore 2-3 minutes, Frédéric. Et Caroline sera un peu une autre question ensuite, mais peut-être sur les enjeux que vous voyez à votre niveau en termes... est-ce qu'il y a des problématiques nouvelles? Est-ce que vous voyez des choses un peu montées? On a évoqué tout à l'heure la question du psychotrauma, la question des femmes, qu'on discutera ensuite. Mais est-ce que c'est des choses que vous percevez sur le terrain? Oui. Il y a effectivement des problématiques nouvelles, mais il n'y a que des problématiques nouvelles, il n'y a que des situations singulières. Il y en aura toujours, et c'est ça qui fait que c'est un exercice hyper intéressant aussi. Il y a malgré tout des publics spécifiques dans les publics qu'on accompagne. Effectivement, aujourd'hui, on accompagne des personnes qui se sont déclarées au GUDA comme appartenant à la communauté LGBT et qui ont été orientées sur des places fléchées vers notre structure, et je crois que c'est à Auch aussi. Donc c'est une prise en charge un peu adaptée, ça passe par la formation, ça passe par une prise en charge du psy, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On a mis en place avec le projet AMAL de France Terre d'Asile des cours de français pour les femmes, 12 heures par semaine. Donc on a une prof de FLE qui vient animer ces cours de français, et au-delà de la meilleure intégration, parce que forcément développer ses compétences en français permet une meilleure intégration, ça structure aussi un quotidien, et la structuration du quotidien elle est aussi très importante en termes de santé mentale. Et puis voilà, et puis on commence à Bègles prochainement, là on a convenu avec les collègues travailleurs sociaux de la mise en place d'un accompagnement personnalisé pour un enfant, ce qu'on ne fait pas souvent, et donc cet enfant va avoir un travailleur social dédié, alors qu'il n'est toujours pas professionnel de santé, mais un accompagnement un peu singulier pour lui. Donc ça c'est nouveau, on essaie d'expérimenter, on s'appuie sur notre direction thématique, sur les ressources qui sont disponibles à France Terre d'Asile, et on essaie de développer des projets comme ça, assez intéressants, qui nous stimulent en tout cas. Merci. Et pour
clore cette table ici et pour inviter au dialogue ensuite. Tu l'as commencé à évoquer, mais quels sont les enjeux un peu politiques? Tu as évoqué la question autour de l'AME, mais voilà, dans les mois à venir, là, comment se situer? Alors, il faut rappeler qu'il y a déjà eu une réforme en 2019 de l'accès à la couverture maladie pour les demandeurs d'asile, avec l'introduction d'un délai de carence, avec quand même une petite contradiction là aussi, mais qu'on connaît souvent dans le champ des migrations entre les politiques publiques entre elles et les connaissances. On le sait, et je pense que là je peux parler sous le contrôle des professionnels de santé mentale qui sont dans la salle, sur les questions du psychotrauma, on sait maintenant qu'il faut intervenir vite et qu'on sait faire des choses vite, et que plus on fait vite et mieux on fait. Et donc tout ce qui retarde pour ces populations particulièrement exposées l'entrée dans le droit est susceptible d'affecter l'efficacité, et j'irais même jusqu'à dire l'efficience des soins, dans un moment où par ailleurs on manque de ressources. Et là, on va avoir une loi aide médicale d'État qui va arriver dans les semaines qui viennent, qui va être fabriquée très très vite, qui va être fabriquée dans des circonstances que je ne vais pas vous décrire. On les a vues en décembre sur la façon dont les lois sur l'immigration sont aujourd'hui discutées, et on voit aussi toute la technicité de nos sujets, comment dans cette ambiance va se fabriquer la loi sur cette question des demandeurs d'asile. La bonne nouvelle, c'est que là on est peut-être juste en dessous de l'endroit où ça se fabrique, et que ces messages de continuité des soins, ces messages de continuité de prise en charge, on espère qu'ils vont passer les murs et s'inscrire dans cette loi. Peut-être une dernière chose qui ne répond pas tout à fait. On l'a dit, on est dans un moment de quand même grande crise des structures de santé mentale, des difficultés de recrutement. Nous, on a des CAPP à la ville de Paris. C'est difficile sur le champ de la pédopsie de recruter, mais je ne dirais pas qu'à toute chose, malheur est bon. On voit aussi cette demande de formation du côté des travailleurs sociaux, des acteurs de terrain. Moi, je vois du coup des acteurs de la politique de la ville à être formés en santé mentale. Et on est quand même dans un moment où il y a énormément de risques, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités sur le fait, si c'est fait dans les règles de l'art, à ce que chacun puisse s'emparer de cette problématique de la santé mentale pour les publics qui l'accompagnent. Merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup, Franck Bellivier, pour vos réponses. Je vous propose qu'on se donne une dizaine de minutes pour un échange s'il y a des questions dans la salle. Je pense que celles et ceux qui sont en ligne, on vous fait un petit coucou, mais je ne pense pas que vous puissiez interagir. Ici, vous le pouvez. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Il y en a une au fond là-bas, je crois. Donc, ça peut être Andrea et Gézine sur l'étude, ou une personne qui était à la table ronde maintenant. Donc, il y avait une question là-bas au fond, je crois. Et il y en a une ici. Oui, je vous laisse vous présenter et poser votre question. Merci. Oui, bonjour. Pilar Arcelam Giro, donc conseillère médicale au Bureau de la santé mentale, Direction générale de la santé. Et tout au début de la présentation du Dr Tortelli, elle avait évoqué les CAP6. Je ne sais pas si c'est possible d'élargir un peu plus pour qu'on comprenne mieux de quoi il s'agit. Oui, en effet, CAP6, c'est une unité, donc c'est une première en France, une unité service public dédiée à la population migrante, notamment des demandeurs d'asile. C'est la plupart de nos patients, mais aussi des patients, des migrants sans papier et des réfugiés. Et on a une spécificité, c'est que on couvre toute l'Île-de-France, donc on n'est pas sectorisé, on couvre toute l'Île de France, et on a une équipe multidisciplinaire avec psychiatres, psychologues, assistants sociaux et notamment des interprètes dans les équipes
équipe, des interprètes médiateurs qui font un travail formidable parce que on sait très bien que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas la question, la santé mentale, ça sert à rien de donner traitement ou un suivi psychologique si la personne elle vient, elle est complètement désespérée parce qu'elle n'a pas compris un papier ou parce qu'elle a un rendez-vous et elle ne sait pas de quoi il s'agit. Donc voilà, il faut réagir sur tous les fronts et c'est ce qui nous aide nos interprètes. Et voilà, on a donc voilà, c'est une équipe il y a des suivis, il n'y a pas de limite de durée de suivi et voilà, on a accès à un traitement dès la première consultation puisqu'on a dispensation par la pharmacie du GHU et on travaille bien sûr avec, nous comme on est dans le pôle psychiatrie précarité du GHU, on travaille non seulement avec nos équipes EMPP qui sont dans tout Paris, mais aussi toutes les équipes Île-de-France, Ouda, CADA, etc. Merci. Une question au fond. Oui, on vous écoute. Bonjour. Donc, moi, je suis Eric, travailleur social au kiosque, qui est Emmaüs et France Terre d'Asile, où on accueille des demandeurs d'asile. En procédure Dublin, on n'a pas prononcé Dublin, ça, vous voyez, dans les critères de vulnérabilité, je pense que ça augmente encore. Je crois que dans notre approche de l'accès aux soins, on n'est pas si mal que ça quand je vois les préconisations. Grâce à des formations et aussi des journées comme aujourd'hui où vous nous donnez des pistes. Par contre, dans le travail, il y a une chose qui me manque vraiment, parce que moi je suis le seul travailleur social, en fait, on est une petite équipe, ce serait d'être en lien avec les psychologues ou psychiatres qui accompagnent, qui font le suivi médical des personnes que j'accompagne moi, d'un point de vue social. J'aurais vraiment besoin d'un échange qui est souvent pas possible. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de rendre ça et de m'aider, parce que j'aurais besoin d'avoir sans doute le point de vue d'un psychiatre ou de la personne qui s'assure du suivi médical pour améliorer mon travail. Je me permets de réagir, puis vous voyez ensuite si vous souhaitez réagir. Je pense que là aussi, il y a beaucoup de contrastes au niveau national. On avait fait une enquête au niveau de notre observatoire sur les équipes mobiles psychiatrie précarité, donc sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, et on s'était rendu compte que sur certaines, la moitié de l'activité, c'était effectivement du lien avec des travailleurs sociaux dans certains lieux. Voilà. Donc sur certains territoires, il y a des pratiques d'équipes mobiles psychiatrie précarité qui vont précisément faire le lien, voilà, avec les intervenants sociaux. Et je crois que c'est un sujet aujourd'hui aussi avec le recrutement de psychologues dans le champ de l'AHI, de l'accueil, hébergement, insertion. Et je pense que c'est un sujet qui va peut-être venir du côté du dispositif national d'accueil. Mais pareillement, je pense qu'il y a un sujet aujourd'hui en France, ça a été évoqué à la fin par Caroline, c'est aussi la question du recrutement, des compétences. Et on a aujourd'hui des services qui ferment dans les hôpitaux psychiatriques par manque de personnel. Je pense que c'est assez nouveau, ça aussi, en France. Et paradoxalement, ce n'est pas les métropoles qui sont les plus sous-dotées. On a des territoires où il y a un manque criant. Et ça concerne même aussi aujourd'hui, en 2024, les psychologues. Voilà. On n'aurait pas pensé ça il y a 5 ans, mais aujourd'hui, c'est une véritable difficulté. Mais en tout cas, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, et on l'entend très souvent aussi, c'est un besoin d'assurance, d'expertise, d'échange autour de situations cliniques. Et c'est vrai que quand on est très pressurisé, potentiellement, les temps de supervision, d'analyse des pratiques professionnelles, on en a un peu moins. Et c'est vrai que c'est très, 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 très important. Et s'il faut rogner, il ne faut pas rogner là-dessus, finalement. Parce que c'est aussi de notre propre santé mentale dont il est question à ce moment-là. Donc effectivement, s'il y a des chefs de service ici ou autres, je vous invite effectivement à penser ces temps d'échange entre professionnels cliniciens, et peut-être aussi idéalement avec les personnes concernées, parce que ça c'est un sujet aussi qui est important au niveau de la santé mentale aujourd'hui, c'est de voir comment on peut associer les personnes directement concernées à nos propres questionnements. Voilà, il y a une expertise aussi de ce côté-là dont il est important de partager aujourd'hui. Donc voilà ma réponse. Juste une petite chose que je voulais ajouter, c'est que je travaille avec des personnes qui ne sont pas hébergées, donc qui se débrouillent. Je peux dire notamment aux monsieur qui travaille dans le CADA que je peux observer qu'après quelques temps dans le CADA, ils vont beaucoup mieux. Oui.
Non, mais c'est une évidence. Hein. Pour ma part, je suis responsable d'un diplôme universitaire sur le logement d'abord. Voilà. Donc ça, c'est un sujet qui s'est imposé aujourd'hui dans le champ de la précarité, hein, dans le champ de l'accueil, hébergement, insertion. Et voilà, comment aujourd'hui, au niveau de l'asile, au niveau du dispositif national d'accueil, cette question aussi de prioriser l'accueil, des très bonnes conditions d'hébergement, voire de logement, parce que ça peut être aussi un sujet. Comment potentiellement on peut aussi, il y a des expérimentations en France, je pense notamment au château à Villeurbanne, où le sujet c'est aussi celui-ci. C'est comment on a des associations peut-être qui offrent un soutien social, un accompagnement social à des personnes hébergées, mais idéalement que ces personnes puissent potentiellement être chez elles et garder ce chez-soi dans les années à venir. Parce que c'est ça aussi le sujet de la santé mentale. C'est le sujet de la sécurisation. On a évoqué le psychotrauma. Ce qui est important, c'est aussi cette question de la sécurisation. Et comment, alors qu'on a passé moult épreuves et que potentiellement les procédures, les conditions rajoutent du stress, eh ben, il y a un enjeu peut-être à rajouter des espaces de sécurité. Seulement pour ajouter, en effet, on travaille pas mal avec le kiosque, on est très content de travailler avec le kiosque, mais en effet, c'est ça, nous, dans notre consultation, les gens qui vont tout égal par elles, c'est-à-dire situation administrative, soit demandeurs d'asile, soit Dublin, etc., ceux qui vont le plus mal, c'est les gens qui sont à la rue. Ça, c'est évident, l'impact. Peut-être je voulais juste faire un petit rajout aussi par rapport à ce qu'on a vu dans l'étude. Alors il y a une chose qui venait vraiment dans ce que disaient les demandeurs d'asile, qui étaient effectivement dans ces conditions de logement maintenant, sauf ceux dans le SPADA, mais dans les deux, alors soit dans les souvenirs des périodes dont vous parliez avant d'arriver au CADA, c'est-à-dire qui étaient vraiment dans l'après-coup aussi décrits comme des périodes de décompensation ou de très très grandes tensions, et avec une angoisse énorme de ceux qui passent par le SPADA, qui vont être à la rue, c'est qu'ils associent effectivement aussi au risque de perdre pas uniquement le logement, mais toute la santé et la santé mentale. Ça venait vraiment clairement aussi, c'est une représentation qu'ils ont, c'est d'être condamnés à des situations qui rendent fous, hein, et ça décrit des réalités. Hein, et juste un autre point qui était aussi sur les liens que là vous parliez, hein, dont vous parliez, on l'a vu aussi, par exemple, des territoires où il y a des transformations récentes. Hein, on a vu le cas d'Auch, par exemple, là où il y a une population qui a augmenté dans le contexte politique que vous avez décrit, mais où le système de santé n'était ni le système de santé ni de l'éducation n'a pas accompagné. Alors il n'y avait ni l'expertise, ni avec une population où il y a beaucoup de gens qui ont des vulnérabilités, voire des psychopathologies, qui ont nécessité soins, et comme vous avez dit, hein, quelqu'un a dit, qui demandent des interventions rapides. Il n'y avait pas la réponse, alors avec des situations qui pouvaient être vraiment assez choquantes, avec très très peu d'accès aux soins, parce qu'il n'y a pas les places. Et on voyait aussi pour les enfants, alors ça c'était, je travaille en pédopsie, alors j'étais particulièrement sensible à ça, des enfants où il y a par exemple l'expertise qu'on voit dans les équipes scolaires, s'il y a des équipes scolaires qui ont l'habitude d'avoir, par exemple, d'avoir des classes UPE 2A, où ils ont une certaine sensibilité pour, tiens, qu'est-ce qui pourrait alerter pour un enfant, des équipes qui passent d'une période où il n'y avait pas un accès à l'accueil de cette population. Et du coup, cette population arrive, il y a moins de réactions précoces. Et ça, c'était vraiment quelque chose, alors je crois où il faut vraiment penser que les systèmes de santé, mais aussi les systèmes qui accueillent, alors pour les enfants, ça va être certainement l'école, doivent être pensés dans cette évolution pour justement avoir une reconnaissance des besoins. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on arrête maintenant la table ronde et qu'on remercie chaleureusement les intervenantes d'avoir joué le jeu, la discussion. Et on est même dans les temps à 3 minutes près. C'est magique. Donc un quart d'heure de pause, c'est ça ? Et puis on se retrouve ici ensuite. Merci beaucoup et bon café.